Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour participer à cette discussion sur le traitement médiatique de la guerre coloniale qui a fait depuis 2 ans plus de 60 000 morts à Gaza, dont une proportion de civils, 80%, est absolument sans précédent dans les guerres modernes. Cette guerre, elle se joue depuis le début sur le terrain de l'information, avec des opérations de propagande du pouvoir et de l'armée israélienne qui visent à déshumaniser les Palestiniens, présentés dès le 7 octobre comme, entre guillemets, des animaux humains, collectivement coupables des attaques perpétrées par le Hamas. Et en Europe, en Occident, cette torsion, cette manipulation du récit, elle a complètement imprégné le traitement médiatique de l'entreprise d'anéantissement en cours dans l'enclave palestinienne à laquelle nous assistons. Il a conduit à l'occultation des enjeux politiques liés à la colonisation et à l'occupation des territoires palestiniens. Et c'est aller de pair sur un terrain qui est interdit à la presse internationale, avec un ciblage systématique, délibéré, de nos confrères et de nos consoeurs palestiniennes. Au moins 240 d'entre eux ont été assassinés par l'armée israélienne. C'est inédit dans l'histoire. À titre de comparaison, 67 journalistes ont été tués au cours de la Seconde Guerre mondiale. À travers ces journalistes que les relais de la propagande israélienne tentent de discréditer en les désignant comme des terroristes, c'est la vérité qu'on assassine. C'est la seule fenêtre dont nous disposons sur ces événements que le pouvoir et l'armée israélienne tentent d'obstruer. Et on souhaiterait aussi leur donner la parole au cours de cette rencontre, puisqu'on sera en direct avec Rami Abou-Jamous, qui est le correspondant d'Orient 21, et on remercie Orient 21 d'avoir pu établir ce lien-là. Donc on fera intervenir Rami au cours de cette rencontre. Yanis Mamdi aussi de Blast, qui est à bord de la flottille et qu'on devrait pouvoir, à bord de l'un des bateaux de la flottille, qu'on devrait pouvoir joindre. Je vous présente aussi, donc autour de moi, Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes, qui est engagée qui est dans un engagement acharné depuis 2 ans pour mettre en lumière le sort réservé aux journalistes palestiniens. À mes côtés encore, Sébastien Crépel, qui est co-directeur de la rédaction de l'Humanité. Denis Siffer, qui est éditorialiste à Politis, ancien directeur de Politis. Et Sarah Grira, rédactrice en chef d'Orient 21. Merci à vous toutes et tous. Alors peut-être si on peut d'emblée établir la connexion avec Rami. Vous savez que il est dans des conditions extrêmement difficiles avec l'extension des opérations de l'armée israélienne à Gaza. Ça marche pas. Donc pour l'instant ça ne marche pas. On réessayera tout à l'heure. Je me tourne peut-être d'abord vers toi, Sébastien. Le 1er septembre dernier, l'Humanité a publié une complètement noire avec simplement ce message: au rythme où les journalistes sont tués à Gaza, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. L'UMA a répondu comme 150 autres médias dans le monde et comme d'autres médias français, trop rares hélas, à l'appel de RSF en publiant cette une choc. En France, donc cet appel a été assez peu suivi. Comment est-ce que tu expliques le manque ou même l'absence de solidarité des journalistes français avec leurs confrères et consoeurs palestiniens, palestiniennes, qui sont pourtant notre seule source d'information sur le terrain, et l'absence de solidarité aussi d'un certain nombre de rédactions, de directions de rédaction. Merci Rosa, bonjour à tous, à toutes. Alors, en premier lieu, je voudrais dire qu'on a fait ce choix, qui est un choix assez radical pour un journal papier, de décider de ne publier aucun titre, de noircir complètement la une, jusqu'au ce qu'on appelle la lettrine de notre logo, avec cette seule phrase, qui n'est pas une phrase qu'on a choisi de rédiger, mais qui était la phrase
que proposait Reporters sans frontières de reprendre à l'ensemble des médias auxquels ils s'adressaient pour exprimer leur solidarité avec les confrères et consoeurs journalistes palestiniens à Gaza. On a accompagné cette une d'une DER. La DER, donc, c'est la dernière page d'un journal. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ce journal et cette une. Elle a fait un peu événement parce qu'elle a été assez commentée, en tout cas plus que ce qu'on ne l'espérait. La DER, elle, était couverte des portraits des quelques, je ne me souviens plus du nombre exact, mais je crois que c'est entre 200 et 240 journalistes palestiniens tués depuis le début de l'offensive israélienne après le 7 octobre 2023. Alors, on a répondu à cet appel, d'abord parce qu'il nous semblait qu'on avait un devoir de solidarité élémentaire avec nos confrères et nos consoeurs palestiniens à Gaza, à un moment qu'on peut qualifier de moment charnière de l'histoire, où ils sont désormais les seuls, les uniques témoins pour le monde entier du génocide en cours à Gaza. Puisque je rappelle, hein, aucun journaliste étranger ne peut toujours entrer dans l'enclave près de 2 ans après le début de l'offensive israélienne. Donc ils sont les seuls et uniques, ils sont nos yeux en fait, ils sont nos yeux et nos oreilles pour nous faire savoir ce qui se passe là-bas. Mais ils sont bien plus que ça. Ils sont des témoins, mais ils sont aussi des cibles. Ils sont des cibles quotidiennes de l'armée israélienne et ils sont aussi, dans leur mission de journalistes au quotidien, des sauveteurs. Des sauveteurs parce qu'ils font partie de cette frange de la population qui, à chaque fois que se produit une explosion, un bombardement, courent sur les lieux et ne se contentent pas d'observer ce qui se passe et de le rapporter, mais également agissent avec leurs concitoyennes, concitoyens pour essayer de sauver des vies quand c'est possible, s'impliquer eux-mêmes au péril de leur vie. Donc ce sont des journalistes qui, au sens propre du terme, courent tous les risques. Ce sont des reporters de guerre les plus impliqués qu'ils soient. Alors, pour venir à ta question, Rosa, moi, mon premier étonnement, c'est que nous ayons été en fait les seuls de toute la presse quotidienne nationale, ce qu'on appelle la PQN, c'est-à-dire les journaux écrits, hein, les journaux imprimés, les journaux papier. On a été les seuls à publier cette une à l'appel de RSF. D'ailleurs, je veux rendre ici hommage à mes confrères de Politis, qui ne font pas partie de la presse quotidienne nationale, mais sont la presse magazine hebdomadaire, qui eux aussi ont publié une similaire à la nôtre. Mediapart également l'a fait. Mais on se rend compte que cet appel, il avait une résonance dans le monde entier. Et en fait, on dénombre seulement 150 médias courageux dans le monde entier à avoir suivi cette campagne. Peut-être qu'Orient 21 aussi, voilà, excuse-moi, hein, j'avais oublié Orient 21. Et il se peut que j'en oublie quelques-uns aussi en France, mais on était de fait pas nombreux. Alors c'est d'autant plus étonnant que RSF, hein, vous connaissez tous, comme vous et moi, c'est une organisation qui, a priori, ne prend pas parti dans les conflits et pas étiquetée comme organisation pro-palestinienne, et que la réalité terrible du génocide, de la faim, du massacre des journalistes est attestée, documentée, prouvée, et que c'est bien pour cela que RSF se proposait de relayer ce message et de lancer cette campagne. Et de mon point de vue, si ça a été si peu suivi, c'est bien parce que mettre sous les yeux de tous cette réalité, de la part d'ONG, d'associations, d'organisations qui a priori ne prennent pas parti, gêne en fait, gêne terriblement ceux qui voudraient jeter un voile là-dessus. Moi, de mon point de vue, c'est pas de l'indifférence, c'est pas de l'ignorance de la part des autres médias de cette question. Moi, je parle de boycott de la campagne de RSF, puisque tous les médias étaient interpellés. Donc, le boycott de la campagne de RSF de la part des autres journaux, qui a un rapport très direct avec la défiance dont sont victimes nos consoeurs et nos confrères palestiniens vis-à-vis de la véracité des infos qu'ils rapportent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont droit, nos confrères et nos consoeurs journalistes palestiniens ont le droit à un traitement véritablement discriminatoire
dans les médias qu'on peut appeler mainstream. Leur parole est tout le temps sujette à caution. Ils ne sont pas considérés comme peuvent l'être des personnalités qui ne sont pas des journalistes et donc qui ont une objectivité moindre que la leur. Je pense par exemple aux porte-parole de l'armée israélienne qui ont régulièrement tribune ouverte, notamment dans les médias audiovisuels. Et quand il s'agit de nos confrères et consoeurs journalistes palestiniens, il y a comme un soupçon qu'ils seraient en quelque sorte les propagandistes ou les agents, les porte-parole du Hamas sur place et donc seraient indignes de confiance. Donc leur témoignage dérange. Il dérange le récit officiel de la guerre, il dérange ce narratif des porte-parole de l'armée israélienne qu'on entend régulièrement. Dans nos colonnes, à l'Humanité, quand par exemple une journaliste gazaoui comme Maha Husseini raconte comment les journalistes ont faim, comment certains ne reviennent pas de leur mission, quand Rami Abou Jamous, j'espère qu'on l'entendra tout à l'heure, raconte que sa famille et lui ont faim eux aussi, tout cela en fait contribue à mettre à mal le récit officiel. Il y a un autre épisode qui nous a d'ailleurs tous marqués profondément à l'UMA, c'est le torrent de désinformation qui a suivi la une que nous avons produite, qui montrait un enfant décharné par la faim à Gaza. On a été les premiers de la presse quotidienne nationale à publier une image de ce type. On n'a pas été les seuls. Par la suite, il y a eu notamment Libération qui effectivement l'a également publié. Mais avant que d'autres médias suivent, on nous a expliqué qu'il s'agissait d'un enfant en fait, qui souffrait d'une maladie qui expliquait son état. D'ailleurs, quand bien même il s'agirait d'un enfant malade, rien ne justifie qu'on le laisse sans soins, sans nourriture, et donc qu'il se retrouve dans cet état. On nous a expliqué que c'était une photo prise en Syrie pendant la guerre civile des années 2010. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que, là aussi, ce récit de propagande, en fait, visait à jeter le discrédit sur la source journalistique de cette photo, sur la crédibilité de la photojournaliste qui avait pris cette photo. Je ne sais plus si c'était l'AFP ou Reuters. C'était l'AFP, voilà, travaillant pour l'AFP. Et donc, il s'agissait de contrer, en quelque sorte, de jeter le doute sur le sérieux de ce travail. À tel point qu'on a dû, pour se justifier, publier ce qu'on appelle le bordereau de la photo, où les éléments étaient donnés, étaient datés, circonstanciés, précisés, voilà, dans quelles circonstances avait été prise cette photo. Moi, je pense que cette entreprise à laquelle on a affaire, c'est pas ponctuel, c'est pas limité là aux semaines que l'on vit, aux doutes légitimes que pourraient avoir nos confrères et nos consoeurs des médias mainstream. Moi, je pense que ça rentre dans le cadre d'un travail de falsification historique de longue haleine, qui vise en fait à jeter les bases d'un révisionnisme futur pour nous expliquer demain que l'histoire du génocide qui s'écrit sous nos yeux en fait n'a pas eu lieu. Je voudrais ajouter une chose qui est très en lien avec ce que je viens de dire. Tu me dis, Rosa, si voilà, c'est que l'histoire de cette guerre coloniale n'a pas commencé avec le 7 octobre 2023. Au contraire d'autres médias, nous, à l'Humanité, on n'a pas découvert l'existence du fait colonial israélien envers la Palestine avec le 7 octobre, et cela change toute la perspective par rapport à nos confrères. Et c'est, je pense, ce que les médias mainstream, et pire encore ceux qui penchent à l'extrême droite, nous reprochent. Si on fait du 7 octobre le point zéro du conflit, aussi horrible que soient les actes qu'on reproche au Hamas, on fausse la compréhension et on efface l'oppression historique de la Palestine. Ça fait depuis toujours que l'UMA suit ce conflit, qu'on rapporte, qu'on enquête sur les violations du droit international quotidiennes d'Israël, bien avant le 7 octobre. On était sur place lors de la première intifada, on était sur place lors de la seconde, on était lors de l'opération Plomb durci contre Gaza, on ne s'en souvient pas, mais ça date de bien avant 2023. Dès 1967, avec Jacques Coubard, nous y étions. On était à Jénine. Qui se souvient de Jénine? Dans les décombres du camp en 2002, quand l'armée israélienne interdisait déjà aux journalistes
de se rendre dans le camp. On a pu y rentrer qu'après le retrait des chars israéliens. Moi, j'ai encore en tête les phrases dans l'UMA de notre reporter qui disait qu'on y sentait l'odeur des corps en décomposition, l'odeur de chair brûlée. Eh bien, je pense que c'est tout cela, en fait, dans l'opération qu'on est en train de vivre, qu'on veut effacer, qu'on ne veut plus voir, cette persistance du fait colonial dans le temps et dans son horreur. Merci, Sébastien. On va revenir tout à l'heure sur l'occultation des enjeux politiques liés à la colonisation, à l'occupation, mais je voudrais me tourner vers toi, Denis. On vient de parler de la porosité des médias mainstream à la propagande israélienne, avec la reprise du récit de l'armée et du pouvoir israélien, les invitations lancées à des militaires, les interviews complaisantes d'officiels, la prudence aussi par rapport à un certain champ lexical avec le rejet du terme génocide ou sa mise entre guillemets, le refus de nommer des situations, une situation d'occupation qui est pourtant juridiquement qualifiée. Est-ce que tu as senti, disons plus récemment, une inflexion dans cette reprise du... Oui, il y a eu une inflexion, mais c'est intéressant d'analyser les circonstances dans lesquelles elle est intervenue et pourquoi elle est intervenue. Il y a eu 60 000 morts, sans doute beaucoup plus, hein. On pense plutôt 100 000, et énormément de civils, on parle de 80% de civils. Avant, on parlait de dégâts collatéraux, mais ça n'a plus de sens. La collatéralité est plus importante que la cible avouée. Donc on n'en est plus là. Donc il y a eu un discours depuis le début qui visait en effet à occulter l'histoire du conflit. Et je pense qu'on est quelques-uns ici à avoir tout fait pour réinscrire ces événements, en particulier le 7 octobre, dans l'histoire longue du conflit. Et on voit aujourd'hui que s'il y a eu une inflexion, elle est intervenue non pas après les bombes, comme je le disais, mais quand les photos sont apparues de jeunes enfants décharnés, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de retour de mémoire par rapport à la Shoah, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ça coïncide avec la prise de parole d'un certain nombre d'autorités supposément humanistes au sein de la communauté juive qui ont dit on va rompre le silence, etc. Et c'est à cet instant-là que ces gens ont pris la parole. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur la façon dont ils ont pris la parole, et moi je récuse l'idée qu'ils ont rompu le silence, parce qu'ils n'ont pas été silencieux avant. Ils ont appuyé explicitement ce qui se passait et ce que faisait le gouvernement israélien. Et c'est une réflexion qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les sionistes de gauche, la gauche juive en France, un certain nombre d'entre eux, il ne faut pas non plus globaliser, mais ces gens, finalement, par une sorte de continuum absolument inavouable, et si on leur dit qu'ils sont horriblement choqués, ont été complices des fascistes que sont Ben Gvir, Smotrich et Netanyahou. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne manque pas de critiquer ces gens-là dans le discours. Mais en réalité, ils les ont couverts et ils ont finalement approuvé ce qui se passait en niant la réalité. La réalité, c'est-à-dire effectivement la recontextualisation historique à laquelle ils se sont toujours refusés. Le 7 octobre a ébloui tout d'une façon aveuglante, y compris l'histoire. La nature même du Hamas a été simplifiée à l'extrême, c'est-à-dire que le Hamas est une organisation qui pratique le terrorisme, mais elle n'a pas toujours été. Elle a aussi été à un moment donné une organisation qui a cherché des voies politiques, et à ce moment-là, elle a été rejetée par les pays occidentaux, etc. Tout ça, c'est absolument nié. Et le Hamas, il faut le dire aussi très clairement, est une fabrication israélienne. Une fabrication israélienne. Évidemment, je ne pense pas que le Hamas soit complice de ça, nonobstant tout le mal que j'en pense par ailleurs, mais ils n'ont pas été complices de ça. Mais Israël, en effet, a instrumentalisé le Hamas depuis le début. Je vais simplement évoquer un souvenir personnel.
qui me ramène à mon âge, c'est qu'en 1989, j'étais allé à Ramallah faire un reportage et j'étais allé dans la Moukata. Ceux qui sont allés là-bas savent ce que c'est. C'est maintenant le siège de l'autorité palestinienne. Mais à l'époque, c'était le siège de l'administration civile israélienne. Et j'avais interviewé les responsables de l'administration civile. Et un certain nombre d'entre eux s'étaient vantés, on est en 1989, s'étaient vantés de favoriser le Hamas, de leur trouver des salles de réunion, de leur permettre de diffuser des tracts, etc., pour casser les reins de l'OLP. C'est-à-dire qu'à ce moment-là déjà, ce discours qui visait à choisir le pire des adversaires pour justifier l'horreur de la politique israélienne était déjà en marche. Il ne faut pas oublier que le sionisme a de la suite dans les idées, si j'ose dire, a beaucoup de suite dans les idées. Il faut toujours réinscrire tous ces événements dans l'histoire longue du sionisme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les gouvernements israéliens successifs agissent rarement à froid. Ils ont besoin de circonstances favorables pour avancer leurs pions, mais le projet, la ligne, disons, de l'objectif historique est toujours la même, et on la retrouve facilement. Le 7 octobre a en effet été un événement qui a permis de pousser très très loin les pions de la réalisation de l'objectif sioniste, qu'on a tous compris, c'est-à-dire effectivement l'expropriation des Palestiniens, et pour autant qu'ils résistent, leur extermination, et y compris de façon différente, mais non moins efficace, en Cisjordanie. Et donc il y a cette continuité, disons, de la politique sioniste qui s'exprime. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est aussi de dire que le Hamas est une organisation uniquement terroriste, exclusivement terroriste, ce qui est vrai en partie, mais ce qui est très insuffisant. Et je le rappellerai simplement, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, qu'en 2001, quand il y a eu les attentats aux États-Unis, Sharon, qui était à l'époque le Premier ministre, avait dit « Nous, on a un Ben Laden parmi nous, c'est Arafat ». Donc, ce n'était même pas le Hamas, c'était l'idée, oui, c'était l'idée qu'on a de toute façon des terroristes aveugles contre nous, etc. Ce qui était gonflé, parce que Arafat venait précisément d'accepter, enfin 12 ans auparavant, d'accepter le renoncement à 78% du territoire palestinien. Donc l'homme qui avait choisi la voie de la négociation, il était déjà exclu, banni, ostracisé par la politique israélienne. Alors autant dire le Hamas, vous voyez... Il y a un élément que je voulais évoquer, mais je vais le faire tout de suite. Tout récent, vous avez vu sans doute l'affaire Enthoven. Je ne sais pas si vous avez vu l'affaire Enthoven. Elle est très intéressante, cette affaire. Enthoven, c'est le clan de BHL. Hein. C'est cette équipe-là. D'ailleurs, même d'un point de vue familial, c'est le même clan. Mais Enthoven a été exclu du Salon du Livre de Besançon par la maire verte de Besançon. À mon avis, je ne sais pas si elle est là, si elle m'entend, mais je ne voudrais pas le dire publiquement, mais je pense qu'elle a fait une erreur parce que... si elle est là, tu pourras lui dire... On aurait été beaucoup, je l'ai écrit, mais on aurait été beaucoup à prédire ce qui allait arriver malheureusement à ses dépens. C'est-à-dire que toute la machine s'est mise en branle et la censure, le délit d'opinion, etc., tout ça s'est mis en mouvement. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la couverture médiatique de cette affaire, parce que sur France Inter, alors là aussi, je ne veux pas faire des liens familiaux qui sont hasardeux, mais enfin, Enthoven se trouvait être quand même monsieur Adèle Van Rett, c'est-à-dire le mari de la directrice de France Inter. On a fait des sujets pour dire que c'était horrible, qu'il avait été exclu, etc. Et il y avait une sorte de micro-trottoir dans le Salon du Livre où tous les écrivains disaient « c'est scandaleux, c'est ça, on se retire, c'est un délit d'opinion, etc. etc. » Bon, pour bien comprendre, Denis, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, il a auparavant expliqué qu'il n'y avait pas de journalistes à Gaza. Je vais le dire, je ménageais mes effets que tu viens de casser absolument cruellement.
Oui, parce qu'en fait, tout ce qui était dit à ce moment-là, c'était à la suite d'un tweet polémique, on disait. C'est ça, France Inter. Il a été exclu à la suite d'un tweet polémique. Jamais il était dit ce qu'il avait dit effectivement. Et ce qu'il avait dit effectivement, et ça rejoint ton propos tout à l'heure, il avait dit il n'y a pas de journalistes en Palestine, il n'y a que des tueurs, des terroristes, des massacreurs et des preneurs d'otages. Voilà ce qu'il avait dit. La couverture médiatique a été de dire oh, bah, c'est une opinion finalement, et toutes les opinions sont permises. Ben non, ça, c'est pas une opinion. C'est du négationnisme, et ça devrait être sanctionné même par la loi si un même propos avait été tenu à l'encontre des tragédies juives. Et ce n'est qu'après qu'il a été réintégré, parce que la pauvre maire de Besançon n'a pas pu faire autrement. Tous les écrivains se retiraient. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient complices. Je pense qu'ils étaient plutôt un peu, comme on dit méchamment, mais qui ne l'a pas été dans sa vie, les idiots utiles dans cette histoire. Mais toujours est-il qu'elle a dû le réintégrer. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, il a eu droit à une interview sur la même France Inter pour se justifier et pour dire bon, j'avais peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même le Hamas qui tue les journalistes palestiniens. Voilà, donc là, on a un exemple terrible et caricatural de la relation, je dirais, entre ce clan animé par Enthoven, entre autres, et un grand média de service public. Il ne faut pas généraliser, beaucoup de journalistes dans ce service public ne pensent pas pareil, mais qui couvrent de façon absolument scandaleuse et répandent un mensonge vraiment épouvantable. Merci, Denis. Je voudrais qu'on reste sur ce point, Dominique, de mémoire de journaliste, de mémoire de militante de la liberté de la presse. Est-ce que tu t'es déjà trouvé confrontée à de telles situations où, en fait, on met en doute la probité de journalistes qui sont pris pour cible, assassinés, où on met en cause leur qualité même de journaliste? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça n'est jamais arrivé, jamais au grand jamais. Et pour poursuivre ce que disait mon confrère Denis Siffert, ce monsieur Enthoven a relayé un clip où on voit le journaliste assassiné avec sa veste presse et il y a marqué terroriste sur chacun, comme ça. C'est ça le clip. C'est une horreur. Et la Fédération internationale des journalistes, avec notre affilié palestinien, le Palestinian Journalist Syndicate, PJS, on va porter plainte. On va porter plainte parce que c'est scandaleux. Non seulement on assassine nos confrères et nos consoeurs, mais on les salit après leur mort pour être sûr que vraiment on va essayer de toutes les façons possibles de dire ne soyez surtout plus journalistes. Alors il faut savoir que nous sommes en face de puissances extrêmement importantes qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'entre-gens et le gouvernement colonisateur dominé par l'extrême droite, c'est pas un hasard. Et M. Netanyahou, il a quand même bombardé 7 pays autour sans que personne bouge. Ce gouvernement colonisateur a créé au sein de sa cellule de renseignement une cellule de délégitimisation des journalistes. Donc une cellule qui est attachée à, sur chaque journaliste, essayer qu'il soit à Gaza ou ailleurs, essayer de le salir, essayer d'inventer quelque chose, essayer de faire croire. Et malheureusement, et c'est un exemple excellent, merci Rosa Moussaoui de nous donner l'occasion de le dire, c'est un exemple excellent pour dire qu'il y a des journalistes partout qui travaillent bien. En France, il y en a plein. Et pour compléter ce que disait mon confrère de l'Humanité, le 16 avril dernier, sur les marches de l'Opéra Bastille à Paris, 200 journalistes se sont couchés un par un au nom de nos confrères et consoeurs assassinés. Donc, individuellement, il y a beaucoup de journalistes. Vous avez vu ça dans les médias mainstream? Non. Pourtant, quand même, que 200 journalistes français
viennent montrer leur solidarité de façon aussi spectaculaire, c'est rare. Eh bien, c'est pour vous dire qu'individuellement, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent très très bien. Maintenant, sur le plan des journalistes assassinés, il y a des recours, évidemment, en justice qui sont effectués. On dira c'est long, c'est tard, etc. Oui, mais il faut quand même le faire. Et pour nos confrères et consoeurs, j'espère que nous aurons Rami Abou-Jamous tout à l'heure. Pour nos confrères et consoeurs, nous, ce que l'on fait à la Fédération internationale depuis 2 ans, comme l'expliquait bien Rosa Moussaoui, la fédération qui, au passage, représente quelques 600 000 journalistes et travailleurs des médias dans 147 pays. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos confrères et consoeurs palestiniens de 4 façons. La première, c'est de leur donner les moyens de travailler. Et c'est comme ça qu'ils peuvent joindre l'étranger, parce qu'on a ouvert 3 centres d'aide à Gaza. Je ne vous dis pas, enfin vous imaginez ce que ça peut être. C'est comme ça qu'ils peuvent avoir du matériel, de l'aide, de la nourriture, quand on peut. Donc on a ouvert 3 centres d'aide. Et au travers de ces centres, on peut communiquer avec l'extérieur. Donc j'espère qu'on aura Rami tout à l'heure. Car nous avons eu un Zoom à Ramallah au mois de novembre dernier, pendant 1 heure, avec une centaine de nos confrères et consoeurs de Gaza. 1 heure en direct, avec une dignité, un courage. On était tous au bord des larmes, mais on se retenait. On est allé pleurer après. Ils étaient à 80 km de nous, vous savez. 80 km. On se rend compte de ce que ça veut dire d'être interdit dans un territoire. Ils étaient seulement à 80 km. Donc on les aide juridiquement, on les aide de cette façon-là. Et puis de toutes les façons possibles, on a ouvert des fonds de soutien. On leur fait passer de l'argent autant qu'on peut pour qu'ils puissent continuer à exercer leur métier. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y en a un qui a été tué, un autre s'est levé, 2 autres se sont levés, qui sont devenus journalistes. Et ils savent que c'est au péril de leur vie. Ils le savent tous. Anas Al-Sharif, qui a été tué début août, assassiné, visé, assassiné, avait enregistré son testament en disant « Quand vous verrez ça, c'est que j'aurais été tué ». Mais ils le font quand même, avec un sérieux, une qualité que nous saluons du monde entier. Jamais une de leurs informations depuis 2 ans n'a été mise en cause. Jamais. Ça veut dire le sérieux et la qualité du travail que fournissent tous ces jeunes gens, parce qu'ils sont extrêmement jeunes maintenant. Le moins qu'on puisse faire, et je remercie notamment l'Humanité, Politis, Orient 21 bien sûr, c'est de pouvoir relayer ce travail, car ils sont un exemple pour nous tous. Si on laisse faire un génocide, c'est un génocide. Si on laisse exterminer des journalistes à Gaza, c'est pour empêcher que les citoyens soient au courant dans le monde de ce qui se passe ici et là. Et si on laisse faire à Gaza, on laisse faire partout. On laisse faire partout. Et en plus, on perd notre humanité. On essaye de nous faire perdre notre humanité. Alors, il y a beaucoup d'autres actions en dehors des journalistes. Par exemple, 114 avocats ont déposé une plainte contre le président Macron, contre le Premier ministre et les ministres responsables, devant la Cour pénale internationale de La Haye. Il y a beaucoup d'autres initiatives. Hein. On ne veut pas dire qu'il n'y a que les journalistes. Mais c'est vrai que s'il n'y a plus de journalistes, on ne saura plus ce qui se passe. Et j'attire votre attention sur le fait que la guerre est déclarée aux journalistes et surtout à la liberté de la presse dans le monde entier. Dans le monde entier. Et je suis malheureusement, puisque j'ai l'honneur de présider cette fédération, trop bien placé pour le savoir. On tue des journalistes en toute impunité. Et je terminerai avec la permission de Rosa Moussaoui sur le fait que la fédération est porteuse d'un plan, d'une convention internationale contre l'impunité des assassins de journalistes. Ça n'existe pas, nulle part. Et nous souhaitons et nous voulons que les Nations Unies l'adoptent en Assemblée Générale. Et ce plan est très concret. Et 3 points. Premier point, un comité de surveillance permanent
Pourquoi on tue des journalistes? Parce que c'est en toute impunité. Aussi bien au Nicaragua, au Mexique, à Gaza, en Inde, au Burkina Faso, partout, partout. Donc, un comité permanent. Deuxièmement, la possibilité d'enquête internationale indépendante sur place. Et troisièmement, l'obligation pour chaque pays de dire chaque année ce qu'il a fait pour la liberté de la presse. Voilà 3 points essentiels. Nous voulons que cette convention... Nous voulons que cette convention soit adoptée par les Nations Unies et mise en œuvre. Si on ne le fait pas, dans quelques années, il n'y aura plus de journalistes. On ne se lève pas tous les matins en disant « je vais être un héros aujourd'hui ». Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Et donc, si on veut continuer à être des citoyens, il faut aider les journalistes. C'est pour ça que je modérais un peu mon propos tout à l'heure en disant qu'il y a beaucoup de journalistes individuellement, en France comme partout, qui font très bien leur travail avec beaucoup de courage. Faut les aider. Donc, pour que cette convention aboutisse, il faut que les pays déclarent publiquement qu'ils la soutiendront. La France de M. Macron, pour le moment, reste sur la réserve. Donc, poussez la France de M. Macron à dire publiquement qu'il soutiendra la convention. Merci beaucoup, Dominique. C'est vrai que les conditions de l'exercice libre du métier de journaliste se sont rarement autant détériorées que depuis 20 ans. Les journalistes sont devenus des cibles. Donc cette idée d'une convention internationale pour la protection des journalistes est une très belle idée. Et je crois qu'on peut s'engager tous ensemble à la soutenir, à la porter avec la Fédération internationale des journalistes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir la liaison avec Gaza, avec Rami Aboujamous? Il semble que oui, il est là, il est avec nous. Bonjour Rami. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Rami. On est très heureux et très émus d'être avec toi et que tu puisses participer à cette fête de l'humanité. J'espère que la prochaine fois, tu seras là, que tu viendras. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous. J'aurais bien aimé être avec vous physiquement sur place. Ce sera la prochaine fois. On se mettra ensemble. Rami, l'autre fois, je t'écoutais sur les ondes de France Culture. J'en avais parlé d'ailleurs avec Sarah et tu expliquais toute la difficulté d'exercer ton métier d'informer dans les conditions qui vous sont faites aujourd'hui par l'armée israélienne, et tu décrivais cette situation invivable. Et notamment sur les questions de la famine. Et en plateau, le journaliste de France Culture, après ton témoignage qui était d'une force extraordinaire, s'est tourné vers un intervenant en plateau à Paris pour lui demander si ce que tu racontais était vrai. Et c'était complètement absurde comme situation. Comment tu appréhendes les interventions qui sont les tiennes dans des médias qui, on l'a dit tout à l'heure, ont tendance à mettre en doute le récit que vous, les journalistes palestiniens, vous nous faites de l'entreprise d'anéantissement en cours? Pour moi, il y a aucun problème avec les médias parce que chaque média il a sa propre politique ou bien ses éditorial. Et moi, je prends cette chance-là de parler, quel que soit le média, pour parler de ce qui se passe à Gaza. Après, si il faut voir quelqu'un à Paris qui se dit ou non de quelqu'un qui vient à Paris,
Moi, je joue plutôt sur l'intelligence des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, parce que je sais très bien que ces gens-là, ils sont pas dupes, ils sont pas entre guillemets bêtes, ils savent très bien ce qui se passe. Après, si le journaliste ou bien l'animateur, il veut sortir malheureusement comme quelqu'un qui est ignorant de ce qui se passe, c'est sans problème. Mais moi, je compte à 100% sur les téléspectateurs et les auditeurs. Je sais très bien qu'ils sont très intelligents. Je sais très bien qu'ils savent très bien ce qui se passe. Et il suffit que moi, il y a un témoignage de Gaza qui sort de Gaza avec une voix francophone et qui parle de Gaza, qui vit à Gaza, qui vit le génocide, qui vit les massacres, qui vit la famine. Je crois que l'auditeur et le téléspectateur, il est très intelligent pour comprendre est-ce que c'est vrai ce que j'ai en train de dire, est-ce que il n'y a pas à justifier ou bien à prendre un jugement de quelqu'un qui vit en France et non pas quelqu'un qui vit à Gaza ou en Palestine. Ami, tu es toujours à Gazaville, en dépit des ordres d'évacuation lancés par l'armée israélienne. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la situation présente et de comment toi tu peux exercer ton travail dans les conditions de cette nouvelle offensive de l'armée israélienne? Oui, malheureusement, là, pour le moment, pour les journalistes qui sont à Gazaville, bah, on est toujours à Gazaville, on ne peut pas se déplacer. On a un problème de déplacement parce que pour aller au sud, c'est un problème. Il y a une rue pour aller au sud, c'est ce que s'appelle la rue Rachid, mais malheureusement, maintenant, cette rue, surtout pendant la journée, il y a un flux de déplacés qui sont en train de fuir les bombardements parce que malheureusement, l'occupation, ils sont en train de faire une nouvelle stratégie, c'est la stratégie de déplacement par le bombardement. Ils sont en train de bombarder les immeubles, les tours. Quand on dit tours chez nous, c'est les immeubles de plus de 9 étages. Et justement, ça veut dire des centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans la rue, donc ils sont obligés de partir. Et bien sûr, à force de bombarder ces coins-là, surtout le nord, l'est et le sud de la ville de Gaza, et on a pas mal de gens qui vont partir. Donc pour nous, les journalistes, on reste ici à Gaza. Et moi, personnellement, pendant la famine et pendant la malnutrition, j'avais un peu, à 47 ans, je pouvais pas faire du terrain, j'étais pas en forme, donc je préférais rester derrière un bureau. Mais par contre, il y a d'autres, des collègues, surtout les caméramans et les photographes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, sont toujours sur le terrain, qui font un grand travail. Aujourd'hui, on a du mal à tout couvrir parce qu'il y a une intensification des bombardements. On peut pas, même dans la ville de Gaza, on peut pas être informé de tout ce qui se passe. Parfois, l'information tarde 2, 3 heures. Et même si on est juste dans une petite cage dans la ville de Gaza, mais à force d'avoir une intensification des bombardements et des raids et des frappes israéliennes, malheureusement, on n'arrive pas à être informé tout de suite. Mais malheureusement, la famine et surtout la malnutrition, ça a affaibli beaucoup de journalistes. Moi, je fais partie parce que c'est un peu l'âge. Mais par contre, les jeunes, ils sont toujours là, qui continuent à travailler, qui font un travail excellent, justement pour éclaircir ce qui se, pour les gens qui sont à l'étranger, qu'est-ce qui se passe à Gaza, comment on est en train de vivre ce génocide. Et surtout, actuellement, c'est le nettoyage ethnique, parce que là, ils veulent déporter toute la population de Gaza vers le sud. Et donc, la famine est toujours là. L'aide humanitaire qui entre, c'est pas du tout suffisant. Il y a entre 70 à 100 camions par jour. Et parmi les 70 et 100 camions par jour d'aide humanitaire, et la moitié presque, c'est le secteur privé. Donc, il faut acheter du marché. Et le marché du marché, il faut beaucoup d'argent parce que c'est trop cher. Et la majorité de la population est ruinée. Ils n'ont pas ce pouvoir d'achat, d'acheter de l'épicerie ou bien des supprêtes. Et ils dépendent à 100% d'aide humanitaire. Et c'est pour ça que l'image courante qu'on voit tous les jours, c'est des enfants, des femmes, des personnes âgées qui sont avec des casseroles, des jerrycans, en train de chercher de l'eau, en train de chercher quelque chose à manger, parce que malheureusement, ils n'ont pas de moyens d'acheter de marché. Et les Israéliens, ils font exprès que la moitié de cette aide humanitaire soit le secteur privé, pour que il y aura toujours une difficulté pour la population de Gaza de vivre et de s'en sortir de la famine. Et malheureusement, pour la malnutrition et la famine, surtout pour les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, une fois on est dans la malnutrition ou bien dans la famine, c'est pas que avec un peu de nourriture, ça, on reprend la forme.
il faut un soin, il faut des soins médicaux et malheureusement, on n'a pas des hôpitaux spécialisés dans ce domaine, on n'a pas de médicaments spécialisés dans ce domaine. Et c'est pour ça que à chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui vont se reposer en paix, malheureusement, à cause de cette arme, l'arme de la famine, qui était, ça pour nous, c'était une arme fatale, beaucoup plus que l'arsenal militaire et les bombardements, parce que c'est mourir lentement et surtout en silence. Merci Rami. Merci Rami pour ce témoignage. Si tu souhaites rester avec nous, tu peux réintervenir quand tu veux. Sache que ici, ce week-end s'exprime une solidarité incroyable avec le peuple palestinien, avec... Voilà, et on va continuer de faire vivre cette solidarité, on va continuer à alerter sur le sort de nos confrères et de nos consoeurs palestiniens, palestiniennes qui nous informent chaque jour. Vous êtes dans nos pensées tous les jours. Merci encore à toi pour le travail que tu accomplis. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites. Et c'est vraiment très gentil de soutenir les journalistes et palestiniens, surtout à Gaza. Mais il faut que ça continue, pas soutenir que les journalistes. Et nous, on fait partie de 2,3 millions de personnes. On n'est pas, on n'est pas en privilège à nos frères et nos sœurs qui vivent avec nous ces génocides. C'est vrai que nous, on est un peu plus sur la cible parce qu'on voit qu'on est ciblé et que moi j'ai déjà dit que nous tous les condamnés à mort, mais on attend, chacun il attend son heure d'exécution et comment il va être exécuté. Mais c'est pareil pour toute la population de Gaza. Donc merci de continuer à parler de ce qui se passe à Gaza, de parler des enfants, de parler des femmes, des personnes âgées, de la famine, de la pauvreté et surtout de ce génocide, de ce nettoyage ethnique qui est en cours et que apparemment il continue, l'armée d'occupation veut continuer jusqu'au bout. Et Gaza, c'est le dernier mur pour la déportation. Si ce mur va être brisé, ben, je crois qu'on va à 2,3 millions, ou bien ceux qui restent des 2,3 millions de personnes, ils vont être déportés vers l'étranger, malheureusement avec le silence de la communauté internationale qui donne toujours le droit israélien de se défendre, mais plutôt de s'étendre, parce que c'est la fameuse phrase qu'on entend tout le temps, Israël a le droit de se défendre. C'est juste pour ne pas dire qu'Israël a le droit de s'étendre. On a vu comment ils sont en train de bombarder les pays entiers. Partout, 7 pays ont été bombardés par Israël. Et c'est toujours malheureusement l'enfant gâté de l'Occident, l'impunité. Et c'est pour ça que ce mur-là de Gaza va être brisé. La déportation est très proche. Merci pour ton témoignage, Rami. C'est des paroles évidemment extrêmement fortes qu'on entend. Et Sarah, Rami vient d'évoquer une opération de nettoyage ethnique. On s'est dit en préparant ce débat que il y avait tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'occultation des enjeux politiques, la volonté de ne voir cette guerre livrée au peuple palestinien, cette guerre coloniale, que par le prisme de la catastrophe humanitaire. Comment on fait quand on est une revue comme Orient 21 pour tenir une ligne radicalement différente de la petite musique médiatique qu'on entend et qui domine dans les médias mainstream? Déjà, avoir Rami, ça aide à tenir cette ligne. Je suis désolée, c'est un peu... C'est un saut.
Je rappelle que Rami a tenu un journal de bord pour Orient 21, qui a contribué, il continue à le tenir, qui a contribué à mettre en lumière un certain nombre de faits qui étaient complètement passés sous silence ou invisibilisés, occultés. Et qu'il a eu pour ce journal de bord 2 prix à Bayeux, ce qui est une première en fait dans l'histoire du prix des correspondants de guerre de Bayeux. Eh bien, je dirais, comme Sébastien avait dit tout à l'heure, que tout ça n'a pas commencé le 7 octobre. Et justement, la principale manière peut-être de dire que comment on tient cette ligne, c'est justement d'inscrire ça dans l'histoire longue. C'est-à-dire de ne pas commencer à réfléchir ou à analyser ce qui se passe à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. On le rappelle, hein, Jérusalem, en Cisjordanie, parce que Rami parlait d'un nettoyage ethnique, effectivement, à Gaza. Il y a aussi un nettoyage ethnique en cours en Cisjordanie avec les colons qui ont totalement, en fait, comment dire, carte blanche pour faire absolument ce qu'ils veulent là-bas. Et que ça s'est intensifié depuis le 7 octobre et tenir en fait cette ligne éditoriale, c'est déjà en fait inscrire ce qui se passe en Palestine dans une vision anticoloniale. Déjà ne pas parler d'un conflit parce que ce n'est pas un conflit, c'est une guerre coloniale, et inscrire ça en fait dans son paradigme idéologique, et un paradigme colonial, raciste, et inscrire les choses dans cette lecture-là, et aussi en fait justement ne pas se laisser imprégner justement parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure, voilà, de la communication. On peut parler de la Hasbara, donc la propagande israélienne, etc. Mais quand Sébastien a dit tout à l'heure, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du boycott. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du boycott. Et pourquoi en fait ce boycott? Parce que c'est du racisme en fait. Et peut-être en fait, ce qu'il faudrait, c'est aussi souligner que une des raisons pour lesquelles la Palestine et ce qui se passe en Palestine est couvert de cette manière en France, parce qu'il y a des échos entre là-bas et ici, c'est parce que c'est des Arabes qui se font tuer. Et que quand on s'en fout quand ce sont des Arabes qui se font tuer. Et ça, c'est quelque chose justement qu'on a vu spécifiquement dans le cas des journalistes qui ont été tués, c'est-à-dire que on sait effectivement que RSF a eu beaucoup de mal à... Alors, il y a effectivement, il y a nos rédactions qui ont dit oui tout de suite. Ils ont essayé de convaincre beaucoup d'autres, mais par exemple, quand il y a eu les 6 journalistes qui ont été tués dans Anas Sharif, justement, dont on a parlé tout à l'heure, le correspondant d'Al Jazeera, quand ils ont été tués début août, je ne sais pas si vous avez remarqué, aucune agence de presse, aucune SNJ, SDJ, pardon, une société des journalistes, n'a émis un communiqué pour se solidariser avec les journalistes. Et ce qui se disait en off, en fait, c'est ça ne concerne pas les médias français ni occidentaux. Alors que quand ça atteint, et ça on l'a très bien vu par exemple dans les mois qui ont suivi le 7 octobre, on a vu la différence de couverture entre justement les médias mainstream et les autres, entre ce qui s'était passé le 7 octobre au côté israélien et entre ce qui se passait à Gaza à partir du 8 octobre. Et il ne s'agit pas en fait de dire oui on est indifférent, non on n'est pas indifférent au fait qu'il y a eu 1200 morts côté israélien, mais la manière dont ça a été couvert, l'empathie à laquelle en fait les médias ont largement contribué, et en contrepartie de ça, il y a eu une invisibilisation totale, mais totale des Palestiniens pendant les 3 premiers mois. Et que au moment où on a commencé à en parler, c'était en janvier, parce qu'il y a eu l'avis de la CIJ, de la Cour internationale de justice, et c'est là justement quand on a commencé à en parler, vraiment par le prisme humanitaire, c'est-à-dire c'est des déplacés, ce sont, voilà, ils meurent de faim, et c'est comme j'avais cité en fait dans un article une phrase de la journaliste Hassina Meshai que je trouve formidable, c'est de dire les Palestiniens sont... Israël ne tue pas, mais les Palestiniens sont tués. En fait, on parle... Il y a quelques jours, j'écoutais un sujet à la radio où on parlait de la situation à Gaza, et on nous explique qu'effectivement les Gazaouis meurent de faim, qui sont bombardés, qui sont tués, mais à aucun moment, en fait, durant ce reportage, le mot Israël n'a été prononcé. Ils sont tués, mais on ne sait pas par qui. C'est comme lorsqu'il y a eu, en fait, l'épisode Hind Rajab, cette petite fille de 6 ans qui a été, en fait, qui a été
tué avec tous les membres de sa famille dans leur voiture. Ils ont été encerclés pendant des heures par les chars israéliens. Même les ambulanciers qui sont venus à leur secours ont aussi été tués. Ils ont été bombardés par l'armée israélienne. Et quand on a finalement, voilà, la mort de Hind Rajab a été confirmée, je crois que c'est le Parisien qui avait titré la petite fille de 6 ans, Hind Rajab, retrouvée morte. C'est retrouvée morte, on peut dire ça pour le petit Grégory, parce qu'on ne sait toujours pas qui l'a tué, mais je crois que pour Hind Rajab, on sait qui l'a tué, donc retrouvée morte, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est indécent comme manière d'en rendre compte. Et tout à l'heure, Rosa, tu évoquais justement, tu demandais à Aram, comment il gérait ça ou comment il ressentait justement son intervention, comment il appréhendait son intervention sur les médias. Il y a aussi justement cette modélisation en fait du discours palestinien sur les médias. Et je veux dire, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, on l'a aussi beaucoup entendu hier, ici même au village des médias indépendants. Il est beaucoup question de l'extrême droite, de Bolloré, de Sterrin, etc. À juste titre, bien sûr. On sait très bien, de même que on parle de racisme et d'islamophobie, et donc on voit très bien les liens entre ici la mémoire postcoloniale, ce cadavre dans le placard qui n'en finit pas de pourrir ici, et le colonialisme dans les territoires palestiniens. Bien sûr qu'il y a en fait ce lien-là avec l'extrême droite, et puis on l'a vu avec en plus l'extrême droite qui essaye là de se diaboliser, qui a même réussi son entreprise de dédiabolisation en essayant par son sionisme et par son soutien à Israël de faire oublier ou de mettre sous le tapis son antisémitisme structurel. Et on en a eu la plus grande preuve en mars dernier quand il y a eu le congrès des fascistes à Jérusalem, où Benjamin Netanyahou a invité tous les fachos de la terre à un congrès de lutte contre l'antisémitisme. On appréciera la blague. Congrès d'ailleurs auquel je crois le correspondant de l'Humanité a été interdit de séjour. Et bien sûr, je veux dire qu'il y a ça, le poids de l'extrême droite, etc. Mais le problème, en fait, quand il est question de la Palestine et d'Israël, c'est que ça s'étend, ce poids idéologique va bien au-delà de l'extrême droite. Et c'est pour ça que ça touche les médias mainstream et ça devient vraiment idéologique. C'est idéologique pour les raisons que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que Israël, c'est l'Occident. Israël, c'est l'avant-poste, ça a été pensé comme ça. Denis Seifert disait tout à l'heure, le sionisme, la suite dans les idées. Le colonialisme européen aussi, donc Israël a été voilà, pensé comme avant-poste occidental au Proche-Orient, il l'est toujours, et de l'autre côté, bah, c'est des Arabes, donc il y a ça, et puis il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'idéologie dans la manière d'aborder en fait la question palestinienne, où à un moment, on bute contre quelque chose. Ça n'est même plus rationnel, en fait. C'est-à-dire que si vous faites le test, si vous demandez à des journalistes pourquoi vous utilisez tel mot et pas d'autre, pourquoi vous dites cela? Par exemple, en fait, je sais, je ne vais pas citer la rédaction en question, mais Rami, il y a eu un moment où il est intervenu sur une chaîne française et il parlait des prisonniers israéliens. Il disait prisonniers palestiniens et prisonniers israéliens. Et en off, une fois que son intervention était terminée, on l'a repris sur cet usage en lui disant « Non, tu dois dire otage israélien ». Et il a dit « Ok, donc je dis aussi otage palestinien ». Et on lui a dit « Non, tu ne peux pas dire otage palestinien ». Et pourquoi? Il leur a dit « En fait, ils ont été enlevés ». Ils sont gardés en fait dans un endroit pour la plupart qu'on ne connaît pas, de manière tout à fait illégale. La Croix-Rouge n'a pas non plus accès. En fait, c'est quoi la différence de conditions de détention entre les Israéliens et les Palestiniens? Et la réponse du rédacteur en chef de la chaîne en question a été « c'est comme ça ». Et je trouve ça magnifique, en fait. Tout est dans cette phrase. C'est comme ça, en fait. Il y a rien de rationnel. Et on pourrait dire la même chose, en fait, de la séquence. J'imagine que un certain nombre d'entre vous avaient vu il y a une dizaine de jours avec Ronnie Broman sur le plateau de France Info, qui expliquait, en fait, que si on parle du désarmement du Hamas, il faudra quand même penser au désarmement d'Israël, parce qu'à un moment, on ne peut pas désarmer les colonisés et ne pas penser au désarmement du colonisateur.
Et en fait, là, on a mis, mais clairement, on lui a coupé la parole, on a mis fin au débat. Et en fait, on lui a expliqué qu'il ne pouvait pas faire ce genre de comparaison. Et quand il a dit pourquoi, la présentatrice l'a juste ignoré, elle a regardé son prompteur et elle a continué. Et c'est ça qui est fascinant en fait, c'est à quel point ça défie en fait toute rationalité. Et je pense que contre ça, et c'est aussi important que justement le village des médias indépendants existe, c'est pour déconstruire en fait ce biais idéologique qui est tellement ancré qu'on ne questionne tellement plus, et de justement questionner ça, questionner le vocabulaire qu'on utilise. Pourquoi on dit Tsahal en fait, pourquoi on dit plomb durci, pourquoi on reprend les noms d'opérations de l'armée israélienne quand on parle des Palestiniens. Pourquoi, en fait, on peut se poser la question, pourquoi on dit guerre des 6 jours? Pourquoi on ne désigne pas les choses par leur date? C'est une donnée objective. Guerre de juin 67, guerre d'octobre 73, etc., etc. Et donc, je pense que c'est très important, et c'est aussi notre rôle en tant que médias indépendants, d'interroger ce narratif-là. Et aujourd'hui, en fait, avec ce génocide en cours et avec ce nettoyage ethnique en cours, de boycotter à un moment le narratif israélien. Et c'est-à-dire, de même qu'on le fait... Et on sait le faire. Personne ne s'en émeut quand il s'agit de l'Ukraine à juste titre. C'est-à-dire que aucun journaliste, en fait, ne va se dire... Il y a eu un bombardement dans le Donbass. Ah bah tiens, je vais demander moi au Kremlin qu'est-ce qu'ils en pensent ou quelle est leur version des faits. Bah non, en fait, vous ne demandez pas à l'agresseur pourquoi il a bombardé l'agressé et le territoire en fait qu'il a occupé. Eh bien, pourquoi on le fait pour Israël? Et que ça vienne de la part de CNews ou d'Europe 1, etc., ça se comprend. Que ça vienne de la part de médias du service public, c'est encore plus problématique. Et donc il faut rappeler, en fait, à chaque fois que aucun journaliste n'a le droit d'aller à Gaza, et que tant que nous, on n'a pas accès à cette information, il est hors de question qu'on donne de la place au narratif israélien, et que inviter l'ambassadeur d'Israël le lendemain de l'assassinat de journalistes palestiniens sur le plateau pour qu'il nous explique que, en fait, ceux qui ont été tués, les journalistes qui ont été tués, ils ont grosso modo, sans aucune preuve, hein, ils ont participé au 7 octobre. C'est quand même extraordinaire. Et je rappelle par ailleurs, parce que pour inscrire ça dans l'histoire longue, et Denis Siffer parlait tout à l'heure du 11 septembre et de 2001, c'est aussi un des biais qu'on a aujourd'hui. À partir du moment où on dit mais oui, mais vous savez, tel journaliste, en fait, il fait partie du Hamas, et il était là le 7 octobre et il a participé aux exactions du 7 octobre. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit international, et messieurs et mesdames, chers confrères et chers consoeurs journalistes, ça s'appelle une exécution sommaire, en fait, quand vous bombardez les gens comme ça. Même quand les gens, en fait, sont coupables de crimes, et même de crimes contre l'humanité, on les arrête et on les envoie devant un tribunal. Mais ça, et la seule parole, sans aucune preuve, d'un ambassadeur d'Israël ne suffit pas pour ça. Merci, Sarah. Merci. Notre rencontre va toucher à sa fin. On va essayer quand même d'établir... Deux petites phrases, s'il te plaît. Attends, si tu permets, Dominique, je demande juste si on a Yanis Mamdi, si on est en lien avec lui. Non, trop tard. Ok. Oui, j'avais oublié dans l'énumération des journalistes courageux quelques journalistes israéliens. Et je cite Haaretz, je cite 972, qui font un travail formidable. Je tiens à préciser quelque chose. Voilà. Plus 972 est un magazine israélo-palestinien. Il y a des Palestiniens et des Israéliens. Et absolument. Et c'est important. Et puis le 27 novembre au Théâtre de la Concorde à Paris, nous faisons un colloque l'après-midi, autopsie d'une couverture médiatique de 2 ans. 27 novembre à... Septembre. 27 septembre, pardon, de 16h à 19h au Théâtre de la Concorde. Merci pour l'invitation. Et juste pardon, un dernier mot. Et on rappelle que l'assassinat de journalistes de la part d'Israël n'a pas commencé avec le 7 octobre. Et on pense notamment à Shireen Abu Akleh, la correspondante d'Al Jazeera, qui a été tuée en mai 2021 et dont on attend toujours le procès de tueur. Je clôt cette rencontre en vous disant que cette presse indépendante dont vous avez
une vision un peu dans ce village des médias indépendants. Elle est fragile, elle est à soutenir. Donc, lisez l'Humanité, Politis, Orient 21 et tous nos autres confrères et consoeurs. Abonnez-vous, soutenez la presse indépendante, soutenez la presse qui publie des reportages de journalistes palestiniens, qui offrent une lecture critique de cette guerre coloniale et des événements en cours au Proche et au Moyen-Orient. Merci à toutes et tous. Merci encore à Rami pour son incroyable intervention depuis Gaza. Et bonne fête de l'humanité à toutes et tous. Alors, on me dit qu'on a en ligne aussi Khadija Toufik, qui est la correspondante du média en Cisjordanie. Et qui va peut-être nous dire quelques mots. Notre rencontre va toucher à sa fin, malheureusement on manque de temps, mais qui va nous dire quelques mots sur son travail de journaliste, de correspondante dans les territoires occupés de Cisjordanie, à un moment où le gouvernement israélien a validé en fait un plan d'annexion totale de la Cisjordanie. Oui, tout à fait. Alors moi, je rentre de terrain, je suis rentrée il y a à peu près une dizaine de jours. Et il faut savoir que vraiment la situation en Cisjordanie occupée est absolument catastrophique. Cette mission-là, elle a été vraiment sous l'égide de l'annihilation en fait des colons, l'annihilation des Palestiniens par les colons. Il y a vraiment une poussée de violence très extrême, de violence meurtrière à l'encontre des Palestiniens et ces colons commettent vraiment l'irréparable. Ça peut être des coups, des blessures, voire des assassinats, comme ça a été le cas de notre confrère Aouda Hadalin, qui était dans son village palestinien à Umm el-Khair, à Massafariata. Et il a été assassiné par le colon Inon Levy le 28 juillet dernier. Et donc, ces crimes, en fait, sont commis vraiment en toute impunité. Le colon Inon Levy a pu ressortir libre quelques jours après, tandis que pratiquement tous les cousins, neveux de Daouda Hadalin ont été emprisonnés sans aucune justification. Donc c'est vraiment très 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 difficile pour les Palestiniens. J'ai également une pensée pour Aliam Lihet et la famille Mlihet qui ont été chassés de leur village d'Al-Muarajat dans la vallée du Jourdain et qui ont essayé de trouver refuge près de Jéricho, mais ils ont été encore une fois chassés par l'armée israélienne et ils ont pu se réfugier pas très très loin. Et aujourd'hui, tout est à reconstruire. Ils n'ont pas d'eau, pas de maison, ils n'ont absolument rien du tout. Et donc, il faut aussi ne pas oublier la Cisjordanie occupée. Et le 9 septembre, comme vous le savez, probablement, il y a eu une attaque à Jérusalem. Et ce jour-là, l'armée israélienne a décidé d'assassiner 2 petits de 14 ans, Islam et Mohamed, qui se sont rendus dans le camp de réfugiés de Jénine pour tenter de revoir leur maison. Et malheureusement, les soldats israéliens, les snipers, ne leur ont laissé aucune chance. Donc, je vous laisse imaginer ce que c'est de trouver la mort en fait quand on a 14 ans. À 14 ans, on est censé aller au collège, on est censé avoir des amis, on est censé jouer au foot ou peu importe. On n'est pas censé se prendre une balle en fait dans la poitrine. Et donc c'est très très difficile. Ça a été vraiment l'une des missions les plus compliquées pour moi parce que vraiment il y a cette poussée, cette flambée de violence de par les colons, mais aussi de par l'armée israélienne. Et vraiment aujourd'hui j'avais envie de rendre hommage à Aouda Hadalin qui a fait un travail formidable dans le Plus 972 magazine, qui était aussi professeur d'anglais et qui était vraiment un homme riche et bon de cœur et qui a tout fait pour essayer de sauver son village à Umm el-Khair. Et également, je tiens aussi à dénoncer tout de même le stand du Parti communiste chinois ici à l'Humanité parce qu'il y a actuellement un génocide qui est commis aussi à l'encontre des Ouïghours. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier ni les Ouïghours, ni les Tibétains, ni les Mongols. Et voilà, ne pas oublier en fait... Du Parti communiste chinois. Il n'y a pas de stand du Parti communiste chinois
à la fête de l'humanité. Il n'y en a pas. Donc il aurait fallu te renseigner un peu pour vérifier cette information. En tout cas, je te remercie de ton témoignage depuis la Cisjordanie occupée et de nous rappeler que cette guerre coloniale, elle se joue aussi sur le front de la Cisjordanie. Merci à toutes et tous, à vous qui étiez ici et aux journalistes à distance, à Rami. Merci, au revoir.